Promutuelle Assurance est fière de collaborer à cette émission, mettant en lumière le savoir-faire des producteurs québécois. Faire valoir nos talents régionaux, c'est aussi dans notre nature. Bonne émission. Merci aux agriculteurs et aux artisans de cultiver la qualité et les saveurs particulières de notre terroir avec tant de talent et d'ingéniosité. Le regroupement des centres locaux de développement de la capitale nationale. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons découvrir les serres et tout d'abord, nous allons nous rendre aux tomates Savoura dans Port-Neuf et également, nous allons vous faire découvrir les serres Bédard de Beauport. Sur ce, je vous souhaite une belle émission. Comme vous le savez, une serre, c'est une structure qui sert à créer un microclimat. Ça va nous permettre d'avoir des végétaux qui vont pousser beaucoup plus vite ou en dehors de leur zone de rusticité. Mais au Québec, depuis quand on pratique la culture en serre? Alors là, il faut vraiment attendre au 19e siècle pour voir arriver une production importante en serre parce qu'avant ça, le verre existait, mais c'était un produit qui était beaucoup plus cher et on ne pouvait pas se permettre d'en utiliser autant pour fabriquer des structures uniquement en verre comme une serre. À partir du 19e siècle, donc, on va voir surgir ce qu'on appelle des jardins d'hiver. Ce sont des serres essentiellement d'agrément avec des plantes exotiques et ce sont des productions qu'on va retrouver surtout chez les grands domaines, donc chez les particuliers. On va en avoir un, par exemple, dans la région de Québec, au domaine Cataraqui, qui va être très renommé. Par la suite, on va avoir une production qui va se destiner plutôt à l'alimentaire et les premières espèces qu'on va cultiver sous serre, ça va être les fraises, les concombres et également d'autres petits fruits. Naturellement, ça va prendre un certain temps avant qu'il y ait une production plus importante. C'est surtout à partir des années 1970 que nos producteurs vont commencer à produire et il faut attendre encore une dizaine d'années, donc dans les années 80, pour que les consommateurs voient enfin arriver des produits de serre dans les supermarchés. De nos jours, le Québec est vraiment bien positionné. On est en 3e place au niveau canadien avec 235 hectares produits sous serre. En voyant la préoccupation pour les produits sains et souvent biologiques chez les consommateurs, on peut penser qu'il y a un bel avenir pour les produits de la serre au Québec. C'est Audrey Bouliane, je suis agronome et je suis la directrice de production pour les serres du Saint-Laurent. Alors, l'entreprise a été fondée par 3 familles en 1989. En fait, le 31 octobre cette année, 2014, ça va faire 25 ans qu'on a récolté notre première tomate. Et puis, au fil des années, cette serre-là ici a été la première qui est toujours le siège social qu'on a construit. Et ensuite, on a fait des acquisitions au cours des années. Alors maintenant, on a 4 serres. On a celle ici, on en a une à Saint-Étienne-des-Grès, puis 2 à Denville, là, qui est tout près d'Asbestos. Et on est parti de combien, par rapport à la production, combien de tomates versus aujourd'hui, on en est à combien en tout, là? Oh mon Dieu! C'est sûr que les techniques de production se sont beaucoup affinées. Donc, on parle de, pour une même serre, en kilos par mètre carré, presque du simple au double maintenant, en 25 ans. Et puis, c'est surtout l'addition de nouvelles variétés qui est pour Savoura une grosse amélioration. Là, parce qu'avant, il y avait juste la tomate beef comme on voit aujourd'hui. Mais maintenant, dans nos différents complexes, on a ajouté de la tomate cerise, de la coquetée, de la raisin, de la grappe, de la jaune, de la rouge, de la orange. Donc ça, c'est l'addition de variétés, là, surtout, qui fait en sorte qu'on a pris de plus en plus de parts de marché. Là. Je marche puis je mange une tomate dans le fond. Ah ouais! Vous aimez le fait de pouvoir toucher à plein de choses. À quoi ça peut ressembler une journée dans... C'est sûr qu'au niveau de la direction de la production, c'est varié. La priorité reste mettre en marché les meilleures tomates, donc tous les soins apportés au plant, que ce soit de la fertilisation, de la régie climatique, la stratégie d'éclairage qu'on va mettre en place, de la lutte bio, etc. Ça, c'est le gros facteur agronomique, je dirais, mais il y a aussi tout un côté volet gestion de personnel, des employés de la serre aux autres agronomes de l'équipe.
Et il y a bien sûr un volet financier qui vient avec. Donc, vraiment planifier les intrants de production, planifier la production dans l'année aussi, parce que les ventes de tomates qui fluctuent au cours d'une saison, bien, il faut les planifier d'avance avec les chaînes, entre autres. Puis, fait que c'est vraiment un travail qui est passionnant, oui, mais qui est varié d'une journée à l'autre, puis qui est multidisciplinaire. Au courant des 8 semaines que ce fruit-là va passer dans les serres, il va être bichonné à tous les jours. Que ce soit au niveau climatique ou, par exemple, au niveau des irrigations. Dans une journée, il va avoir de l'eau de 10 à 25 fois dans une journée. Puis ça, bien, le technicien ou la technicienne va passer à différentes reprises dans la journée pour vérifier que la température, tout est correct. Ensuite, au niveau des opérations dans la serre. Donc, à toutes les semaines, il y a un employé qui va passer dans le haut des plants pour enlever les drageons. Alors, souvent, nos grands-mères vont appeler ça des jetons. Okay. Donc, c'est comme une deuxième tête qui voudrait pousser à l'aisselle des feuilles. Alors ça, on a une dominance apicale, comme on parlait tantôt, mais il va toujours avoir un drageon qui veut pousser à l'aisselle des feuilles. Fait qu'à toutes les semaines, il faut aller retirer ça. Ensuite, on va appliquer un petit support de tige pour s'assurer que ça ne pliera pas. La tige ne pliera pas pour s'assurer que la nutrition des tomates va être optimale jusqu'à la fin du processus, parce que 2 mois, c'est long. Ensuite, on disait que le plant pousse de 30 cm par semaine. Donc, si on ne veut pas qu'il sorte du toit des serres, alors on va abaisser les plants à toutes les semaines. Donc, chacun des plants va être abaissé et tassé. Ensuite, on va tailler la grappe. Donc, il va sortir de 3 à 6 fleurs sur la même grappe. Mais nous, pour s'assurer d'un produit de qualité en bas puis de la taille qu'on a de besoin, bien, on va garder juste le bon nombre de fleurs qui vont donner le bon nombre de tomates dans le bas des plants. En fait, ces plants-là commencent tout juste à récolter. Il faut savoir que comme on a de l'éclairage artificiel et qu'on a une saison de croissance de 365 jours par année, contrairement à ce qu'on a dans nos jardins, ces plants-là sont à croissance indéterminée plutôt qu'à croissance déterminée. C'est-à-dire qu'il y a une dominance apicale, puis on va les garder dans la serre pendant 10 mois, des fois 12 mois en production. Alors, ces plants-là sont rentrés le 10 juillet dans la serre et il faut savoir qu'à partir du moment où la fleur est ouverte et est pollinisée par nos bourdons, bien, il va se passer à peu près 2 mois l'été, puis un peu plus de 2 mois l'hiver pour donner une tomate bien rouge dans le bas comme ça. Alors, ce qu'on fait, c'est que ces plants-là vont être là 10 mois, puis quand ces plants-là vont commencer à être un peu fatigués, on va les étêter. Il va s'écouler 2 mois avant qu'on récolte la dernière tomate de ces plants-là. Mais en même temps qu'on va étêter les plants, on va venir en mettre des nouveaux juste à côté qui, eux aussi, vont commencer à produire, vont avoir une fleur, en fait, qui va nous donner une tomate dans 2 mois. Fait qu'ils vont chevaucher comme ça, là, et c'est ce qui va faire en sorte que 365 jours par année, ici, on va être en production, puis on va pouvoir délivrer des tomates à nos consommateurs à tous les jours. Et un plant de tomates standard, comme ceux-là, ça produit combien de tomates à peu près? Ça va produire 35 grappes, à peu près 30-35 grappes avec 4 tomates par grappe au cours de ces 11 mois de vie dans nos serres. Le plant arrive, il est dans ce petit plat-là, si on veut, donc qui est le substrat, qui est aussi un petit cube de laine de roche. Puis les plants sont à peu près hauts comme ça. Donc, les plants arrivent, ils sont déjà presque en floraison. Puis là, on va les déposer dans la serre. Puis là, ils vont pousser d'une 30aine de centimètres par semaine. Ah, quand même? Oui, à un rythme d'une grappe et demie par semaine. Et puis là, c'est une fois que le plant va avoir atteint à peu près 7-8 grappes que là, il va commencer à produire. Puis après ça, ça va être un rythme régulier. Toujours une nouvelle grappe en haut qui va se former, puis une qu'on va récolter en bas. Donc, le plant, lui, il va toujours avoir 7-8 grappes en même temps sur le plant. Puis, il va toujours avoir sa croissance de 30 cm par semaine et il va aussi développer 3 nouvelles feuilles à chaque semaine.
ensuite, l'effeuillage aussi qui se fait à toutes les semaines. Donc, je vous dirais que le 2 mois que les tomates demeurent dans les serres, il y a énormément de travail. Des employés étrangers, c'était un besoin pour l'entreprise aussi? Oui, oui, c'est une nécessité. Je vous dirais qu'on a un noyau d'employés québécois qui sont là depuis les premières heures de Savoura, qui vont fêter aussi leurs 25 ans de service. Par contre, pour être capable de combler toute la main-d'œuvre nécessaire, on a besoin de faire appel aux travailleurs étrangers avec le programme Ferme du gouvernement. Donc, ici, pour la plupart, on a des travailleurs du Guatemala qui ont des contrats de 11 mois et qui vont passer 11 mois chez nous à travailler avec nous. C'est sûr qu'on va essayer de reproduire un environnement naturel, puis on ne contrôle pas non plus le soleil naturel. Par contre, effectivement, tout est contrôlé par ordinateur, que ce soit au niveau du climat ou des irrigations. Alors, on a une station météo sur le toit où on va prendre en compte l'ensoleillement, la température extérieure, la vitesse des vents, la direction des vents, etc. Fait que c'est à tous les jours? À tous les jours, à chaque seconde, en fait. Et puis, les volets vont ouvrir parce que la ventilation est naturelle, mais c'est sûr qu'en direction de la vitesse, en fonction de la vitesse et de la direction des vents, c'est l'un ou l'autre des volets qui va ouvrir, puis pour conserver ou pas l'humidité, dépendant de l'objectif qu'on a. Au niveau de la température, c'est la même chose, parce qu'on va vouloir faire des actions au niveau du climat pour faire varier les températures, pour amener les plants à faire plus de production, plus de fruits ronds, par exemple. Même chose au niveau des irrigations. Alors, on ne vient pas avec une arrosoir arroser chacun des 90 000 plants de la serre. Donc, ça aussi, c'est tout programmé par ordinateur. Alors, on va mettre des objectifs dans notre système de production, dire, s'il se ramasse telle quantité de lumière au cours de cette période-là de 30 minutes, on va donner un cycle de 30 secondes ou 2 minutes, par exemple. Comment on sélectionne nos variétés de tomates et on fait des essais, des erreurs peut-être aussi? Oui, on fait des essais et des erreurs, mais c'est sûr qu'avant de commercialiser une tomate, on va toujours l'essayer. Surtout que de l'éclairage artificiel dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. On a été les premiers et on est quand même encore assez unique. Puis, c'est un climat qui est vraiment différent une fois que l'éclairage artificiel est allumé. Alors, c'est sûr qu'à toutes les années, on va aller dans les grosses compagnies de semences en Ontario, en Europe, pour aller voir qu'est-ce qui se fait de nouveau. Et on va, selon nos critères de sélection, puis le goût, on va goûter des tomates, vraiment comme on fait dans le vin. Avec notre chaudière, on goûte des tomates. Et puis là, on va en sélectionner quelques-unes qu'on pense qui pourraient être adaptables au Québec. C'est quoi peut-être votre plus belle réussite personnellement, personnelle, mais de façon professionnelle? L'amélioration de la production, je dirais, puis de la qualité surtout. On contrôle beaucoup mieux la qualité maintenant, je trouve, qu'on la contrôlait avant. C'est sûr que on est en perpétuel changement. Hein? Les goûts des consommateurs changent, puis on essaie de s'adapter. Donc, de la seule tomate beef qu'on faisait, que moi j'ai faite il y a 15 ans, mais maintenant on a progressé avec une dizaine d'autres variétés. Puis à toutes les années, on fait plein d'essais de variétés en plus à l'interne pour essayer de toujours avoir une tomate qui est meilleure au goût. Et ici, on est dans Port-Neuf. Combien de tomates sortent de vos serres juste ici dans Port-Neuf? Alors ici, on va récolter 35 tonnes de tomates par semaine et puis même des fois dans les périodes d'été, presque 50 tonnes en une semaine, là, assez régulièrement, là, qui va sortir des serres. Et est-ce que les tomates qui sortent d'ici, on les consomme dans la capitale nationale ou c'est vraiment redistribué à grande échelle? Je vous dirais que c'est à 90 % c'est dans la capitale nationale parce qu'on dessert le marché de Québec parce que c'est ici que ça a commencé. Donc, c'est sûr qu'à Québec, on est vraiment présent dans toutes les épiceries. Là. C'est un produit de lequel je suis très fière. C'est beaucoup de travail pour arriver à mettre une tomate Savoura sur les tablettes, mais c'est passionnant. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par année et chacune des petites actions qu'on fait à chaque jour, à chaque minute, a un impact. Alors, pour moi, c'est un plus-value dans mon travail qui fait que je sens que j'ai un contrôle sur quelque chose, sur un produit aussi qui est bon pour la santé puis qui est bon pour le Québec.
Allô, re-bienvenue à notre chronique culinaire. Aujourd'hui, on se fait une recette encore super simple. Carpaccio de tomates, olives et parmesan. Donc, élément de base, la tomate de serre, qu'on va trancher le plus fin possible. Qu'on va aller déposer dans le fond de notre assiette. En les juxtaposant, c'est de faire ça beau. On peut servir ça avec croûtons au centre de la table, en canapé ou en portions individuelles, évidemment. On met moins de tomates. Donc, on a une assiette carrée. On va se faire un petit setup qui va essayer de suivre l'intérieur de l'assiette. Toujours pour la présentation. Comme ça. Échalote qu'on va ciseler finement. Dans le fond d'un petit cul de poule. Une demi-gousse d'ail. Sans excès, on ne veut pas aller tuer la tomate. Toujours haché. Mets ça au fond. On va se mettre une demi-cuillère à thé de moutarde et les olives que j'ai dénoyautées pour l'occasion. Donc, c'est un mélange de différentes olives. Pas d'olives farcies, s'il vous plaît, OK? Des olives que vous retrouvez maintenant dans différentes épiceries, en vrac. Toujours bon en cocktail. Vous enlevez les noyaux et on hache grossièrement. Et non pas d'une façon grossière. On va mélanger ça. Juste pour bien amalgamer. On va se rajouter un demi-jus de citron, sans étiquette. Et on termine avec l'huile d'olive. 2-3 cuillères à soupe. On mélange le tout. Et on va aller déposer un peu partout, en toute simplicité. Tomate cerise coupée en deux en salade ferait très, très bien les choses aussi. Une pincée de sel. Pas trop parce qu'on a mis les olives, qui est quand même très salé. Poivre. On adore. On remet un peu d'huile d'olive. Et on va terminer avec copeaux de parmesan. Moi, j'utilise un économe pour gaucher. Donc, ça fait des très, très belles tranches. Plus beau crâpé. Plus de texture, plus de volume. On pourrait persiller avec du persil. On pourrait assaisonner aussi avec une salade de roquette. C'est un peu la base. Vous faites ce que vous voulez. Donc, le but, c'est d'avoir des bonnes tomates et des produits frais. C'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bédard et je travaille ici à la ferme Bédard et Blois. Quand mon père a décidé de prendre la relève, après sa formation en foresterie, a décidé de prendre la relève. Après une journée de travail en foresterie, il s'est dit « c'est pas pour moi, je m'en viens travailler sur la ferme ». Alors, il a continué dans le maraîchage jusqu'au tournant des années 90. Par la suite, ma mère s'est intégrée à l'entreprise. Ma mère, comme je vous dirais, l'ensemble des femmes aiment bien les fleurs. Alors, voulait apporter... du milieu agricole? Oui, ma grand-mère a été élevée sur une ferme à l'île d'Orléans. Alors, elle venait, oui, du milieu agricole, mais ne travaillait pas nécessairement dans le domaine, travaillait au gouvernement à l'époque. Alors, mes parents ont décidé de commencer à produire des fleurs. Alors, on a commencé tranquillement avec quelques centaines de pots, juste pour dire, faire un essai, voir s'il y avait un marché potentiel.
Puis la première année s'est bien passée, ça c'était en 93, alors ça s'est bien passé. J'ai dit l'année prochaine on va en faire davantage, on va en faire le double, on va voir qu'est-ce que ça dit. Encore une fois, la production s'est écoulée. De fil en aiguille comme ça, on a rendu avec 60 000 pieds carrés de serre, dans le fond, où on produit des annuelles, des fines herbes, puis des transplants de légumes pour le consommateur directement. Puis, on commercialise également l'ensemble des besoins au jardin, à savoir des engrais, des terreaux, un petit peu de tout, si vous voulez, de la semence à gazon, des choses comme ça. Alors, on en est rendu là. On a gardé quand même notre âme maraîchère. On garde des productions en champ. Maintenant, le gros de nos activités, le gros de notre implication humaine est davantage dans les serres. C'est là le gros des revenus de l'entreprise. Au tournant de mon secondaire, je ne savais pas trop en quoi aller étudier. J'hésitais entre la science politique et puis l'agriculture. Mes parents, évidemment, m'ont suggéré l'agriculture. Alors, moi, j'avais un intérêt. Il n'était pas marqué encore à l'époque. Je ne savais pas vraiment que je voulais faire ça de ma vie. J'ai décidé, j'ai accepté. Je me suis dit, ouais, je vais aller voir, je vais aller essayer. Sinon, c'est pas du temps perdu. Une formation académique, c'est jamais du temps perdu. Alors, j'y étais. La première année, c'était rien de bon, c'était intéressant. C'était des concepts généraux, l'agriculture. Ça m'intéressait, je trouvais ça bien. Par contre, la deuxième année, on a commencé à faire les choses plus concrètement, à savoir qu'on a commencé vraiment à faire des projections de notre entreprise dans l'avenir, de voir les projets qu'on avait, les développements qu'on pourrait y faire. Puis c'est là que j'ai vraiment trouvé mon intérêt. Fait que, je vous dirais vers 17 ans environ, j'ai su que j'allais prendre la relève de l'entreprise. J'ai découvert mon intérêt, oui, en classe, mais aussi en travaillant, mais aussi à l'extérieur du travail. Vraiment en prenant un recul. Beaucoup en voyageant même. J'ai eu la chance, moi, dans mon domaine, puis même dans n'importe quel domaine, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire des voyages. Justement, ce que tu vois ailleurs, ce que tu vois comment ça se fait ailleurs, est-ce que c'est des idées que tu peux ramener chez vous? Définitivement, définitivement. Il est dur de dire si vraiment on prend une idée et on l'applique à 100%, exactement la même chose, de l'Europe, ici en Amérique. Il y a des contextes qui sont différents, entre autres, juste notre climat est complètement différent. Maintenant, ils produisent sensiblement les mêmes choses que nous. Il y a des cultures, évidemment, qui sont différentes. Mais quand on parle de framboises, c'est des framboises, c'est des framboises. On peut appliquer quand même des techniques de production qu'ils font là-bas, puis on peut développer comme ça. Alors oui, j'en ai appliqué certaines. Maintenant, c'est pas évident de tout faire en même temps. L'agriculture, c'est un domaine qui peut évoluer assez tranquillement au fil des saisons, au fil de la nature. Donc oui, on en applique. Maintenant, il faut quand même apprendre aussi des générations, de mon père. Alors, quand on est jeune, on a toutes sortes d'idées en tête, on se dit qu'on a raison, puis j'ai vu ça dans un livre, j'ai vu ça ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a la sagesse du producteur qui parle, qu'on n'a pas quand on est jeune ou qu'on commence tranquillement. Maintenant, moi, il y a la sagesse de mon père qui m'a fait dire « Wow, t'as peu, là. » Alors, oui, il était ouvert à beaucoup de projets. On en a essayé toute une série. Pas toujours des succès, je dois l'avouer. Beaucoup d'échecs, mais c'est la meilleure façon d'apprendre. Hein? Bon, comme tu le disais, la sagesse de ton père, ta mère est impliquée, ta sœur. C'est très familial. Comment c'est de travailler avec les membres de sa famille? Bien, c'est facile, hein? C'est facile quand même parce qu'on sait qu'on s'entend. On s'entend, nous ici, on s'entend bien les uns avec les autres. Il n'y a pas vraiment de discordance. On a chacun nos domaines d'intérêt. Alors moi, si on veut faire une image, moi, je prends la relève de mon père, ma soeur prend la relève de ma mère. Ça tourne un petit peu comme ça. Ma soeur a ses intérêts, moi j'ai les miens. On a chacun nos domaines, puis on se complète. Ça va bien comme ça. Puis, tu sais, moi je m'intéresse aux choses que ma soeur fait, elle de même. Alors ça apporte de quoi d'intéressant, mais au bout de la ligne, on prend chacun nos décisions de notre côté, mais on discute toujours ensemble. Alors, on a la tradition, même si moi, ma soeur, puis même mon frère plus vieux, on n'habite plus chez nos parents. Le midi, on va toujours dîner chez nos parents. Sarah, peux-tu nous expliquer tout d'abord la ferme Blue Wine Bédard? Ici, vous faites de la production en serre, mais vous avez également des champs à l'extérieur. Comment ça fonctionne? Donc, la première partie qui est en serre, on commence vers le mois de mars finalement, puis on est producteur de fleurs annuelles, on produit des plants de légumes, on produit également les fines herbes. Pour ce qui est du reste vivace et arbustes, on les achète et on revend finalement. Donc, on fait de la production en serre, on commence, c'est ça, en mars-avril, c'est la période de production, c'est là qu'on va produire les fleurs annuelles, qui représentent, je dirais, peut-être 80% de ce qu'on vend en végétaux. Là. Donc, vraiment, c'est... Puis dans les fleurs annuelles, c'est pratiquement
pratiquement seulement notre production aussi. Là, on n'achète pas beaucoup de... Ah non? Non, c'est quelques petites affaires qu'on ne peut pas produire, mais généralement, c'est toute notre production. Donc, toute la production est écoulée ici. On ne fait pas de commerce de gros non plus. C'est vraiment en vente aux clients directement. Quelques paysagistes, mais c'est négligeable. Là. OK. Puis est-ce que ça, vous en faites? Vous conseillez les gens ici quand ils viennent? Ou est-ce que vous faites de l'aménagement paysager? On ne fait pas d'aménagement paysager. On a un nouveau service maintenant de croquis d'aménagement. Donc, les gens peuvent venir se faire faire un plan, mais on n'a pas de machinerie. On n'est pas installé pour faire l'aménagement en tant que tel. On ne fait pas de pavés, etc. C'est vraiment pour conseiller les gens sur le choix des végétaux, comment aménager leur plate-bande. Historiquement, la ferme est maraîchère, donc ça a commencé nécessairement avec ça. Puis mon père a vu le potentiel du développement à Beauport, puis il voulait faire vivre la famille. Il s'est rendu compte que c'était pas suffisant comme revenu. Donc, il a intégré un petit peu de fleurs, il a appris à les produire et de fil en aiguille, on a grandi presque à tous les ans là, depuis 1990, les serres. Et finalement, ça s'est complètement renversé, là, la proportion des ventes. Là. Maintenant, c'est, je dirais, peut-être un 90-95 de revenus de végétaux pour un 5 à 10 de maraîchers. Est-ce que c'est une possibilité pour des jeunes comme vous qui prenez la relève de faire l'achat de terre dans ce secteur-ci? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'ils sont accessibles? Il en reste encore un petit peu. Il en reste pas beaucoup, honnêtement. On a déjà atteint là, par le côté droit, ça va être un développement qui va se faire à droite ou la rangée d'arbres qu'on voit là. Par l'autre côté, c'est la carrière, donc on a un obstacle qui est là, on ne peut pas vraiment le franchir. Après ça, il faudrait traverser l'autre bord de la rue. Maintenant, c'est toujours, vu qu'on est en ville, c'est le prix des terrains. Nous, on achète pour se protéger de l'urbanisation, mais c'est pas des revenus qui peuvent assurer la dépense, là, dans le sens que c'est trop cher pour vendre des bleuets ou des citrouilles. On est dans un contexte de serre ici, comme ça évolue très rapidement, plus vite qu'à l'extérieur. Alors, on a des tailles à faire quand même régulièrement. On a du dépistage à faire très régulièrement, des arrosages tous les jours. Il y en a beaucoup qui c'est automatisé. Automatisé, pas nécessairement que c'est contrôlé par un ordinateur. On l'a essayé par ordinateur, on n'aime pas ça, dû à la diversité de production qu'on peut avoir. On n'a pas la chance, comme d'autres producteurs, la chance en tout cas. Nos productions ne sont pas uniformes. Alors, on n'a pas 1 hectare de tomates de la même variété. On peut avoir 300 espèces différentes de plantes qui ne consomment pas toute la même quantité d'eau. Difficile d'uniformiser de l'arrosage ou peu importe la régie de culture par rapport à ça. Alors, on a beaucoup d'arrosage à faire comme ça. Bon, évidemment, on a de la fertilisation à gérer, on a des tests de pH, il faut suivre notre pH. On fait des tests de terreau aussi, on voit un petit peu les fines herbes, ça se comporte très différemment. Il y en a qui aiment mieux avoir les racines dans l'eau, alors qu'il y en a d'autres qui aiment mieux les sols plus secs. On apprend comme ça, on a toutes sortes d'essais à faire. Mon père m'en apprend beaucoup année après année, mais en même temps, c'est une somme d'informations qui est difficile à assimiler en une saison comme ça. On ne tassera pas les parents, évidemment, mais vous avez certainement des idées, des projets. Comment on voit l'avenir de l'entreprise? Ah, ben mon Dieu, c'est sûr qu'on a toute une série de projets. Hein. On voit l'entreprise, oui, comme elle est là, mais il y a une évolution qui va se faire avec le temps. Une évolution qui va suivre notre dimension humaine à nous. Hein. Au fil des saisons, nous, on a des intérêts qui apparaissent, qui disparaissent. Ma soeur vient de fonder une famille. Alors, il y a des aspects humains comme ça qui sont à considérer. Hein. Quand on vient de fonder une famille comme ça, il y a beaucoup d'énergie qui s'en vont vers là, c'est normal. C'est pas nécessairement le temps de faire des gros projets. Alors, puis moi, ben éventuellement, je vais en fonder une famille. Alors, c'est ça. On remercie nos invités de cette semaine, Audrey Bouliane de Tomates Savoura et également Nicolas et Sarah Bédard de la ferme Blue Wine Bédard de Beauport. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.